Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal. Bienvenue à votre cours Éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre podcast Éthique et professionnalisme, le podcast FI 3900. Bienvenue à votre cours module 10. Donc, nous sommes rendus au module 10. Nous sommes le 21 juin. C'est l'été. Voilà, c'est la journée la plus longue. Puis c'est pas parce que c'est votre cours d'éthique aujourd'hui qu'elle vous paraîtra longue, là. C'est vraiment la journée la plus longue aujourd'hui. J'espère que vous allez en profiter. J'espère que vous avez prévu une belle Saint-Jean. J'espère que vous profitez de quelques congés. Il faudra le faire, hein. C'est l'été après tout, là. Il faut se réserver un peu de temps pour voir les amis, aller sur les terrasses après 2 ans de pandémie, là. Qui ne mérite pas cette pause? Bienvenue à votre cours, donc, éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café ou de l'eau, c'est mon cas ce midi, ou rien du tout. Puis on regarde ensemble le contenu du module que vous avez à faire cette semaine. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai vu il y en avait plusieurs d'entre vous qui avaient commencé à travailler sur le TP2. Ah ben, c'est très bien. Bravo. C'est exactement l'esprit de la chose. Il faut commencer dès maintenant si ce n'est pas le cas. La date limite pour produire ces TP2, c'est le 3 juillet 2022 à 23h59. Et s'il vous plaît, n'attendez pas à 23h58 avant d'essayer de déposer ça. Donc, faites-le avant. Puis, on ne lâche pas, on travaille fort. Je sais que c'est difficile, mais je le sais aussi que vous en êtes capable. Bravo aussi pour pour vos examens. Donc, l'exercice, vous le voyez, l'examen de mi-session, je le disais un peu dans notre avant-cours, l'antichambre de l'enregistrement. C'est un exercice qui est, l'examen de mi-session, c'est un exercice de pratique, hein. Vous le voyez, c'est un exercice de pratique pour votre examen final. Il y avait toutes sortes de questions là-dedans. Il y avait des questions à choix de réponse, des phrases trouées, des schémas, des phrases, des questions en développement court, développement long, des questions d'intégration. Donc, c'est tout ce qui pourrait éventuellement apparaître dans votre examen de fin de session. Mais là, c'était une pratique, hein. Pendant votre pratique, vous avez eu droit à tout ce qui se trouve sur l'Internet, à plusieurs contenus de cours, à tout ce que vous le souhaitiez, ou presque, peut-être pas les forums. J'avais fermé les forums, vous aviez même droit à un collègue, une coéquipier, pour faire cet examen. Ce ne sera pas le cas, l'examen final. Ce sera vous et seulement vous contre vous-même et le temps et votre mémoire peut-être, parce qu'il va y avoir quelques exercices de mémorisation. C'est sûr, si vous faites tout ça, toute votre étude dans le même 3 jours avant l'examen, ça se peut que ce soit un exercice de mémoire. Mais si vous avez tout fait au fur et à mesure, vous avez travaillé constamment, vous avez suivi les tâches, la liste de tâches que je vous ai prodiguées à chaque semaine, mais pour vous, inquiétez-vous pas. Ce sera exactement ça. Puis l'exercice de mémorisation, il sera plutôt simple pour vous. Ça devrait être, si tout fonctionne bien, si mes outils pédagogiques fonctionnent bien, ça devrait être une bonne partie déjà, devrait être intégrée, prêt, tout prêt à sortir et à être écrit au moment d'un examen en classe. Donc, il vous reste encore quelques semaines pour vous préparer cet examen. C'est le temps en ce moment là, de commencer à réviser un peu. C'est le temps de vous relever les manches, puis un dernier effort, là, je dirais, avant la vraie pause d'été. Donc, courage à vous, chers étudiants et chères étudiantes. OK, module 10 maintenant. De quoi parle-t-on dans ce module? Deux superbes sujets, je dirais, dans l'épisode d'aujourd'hui. La pression d'autorité et la pression de groupe, hein. C'est peut-être les pressions psychosociales les plus importantes, notamment dans l'exercice de la profession. Puis, j'ai pensé avec vous faire le tour, y réfléchir, tenter de cerner tout ça. Donc, nous allons examiner dans ce module deux forces. C'est des forces systémiques, des forces organisationnelles. Donc, c'est important. C'est la force exercée, d'abord, la force exercée par l'autorité, hein, sur vous.
sur vos collègues aussi, mais sur vous. Je pense qu'il y a de quoi à penser et réfléchir là-dessus. Et la deuxième, c'est la force exercée par vos collègues ou par vos semblables sur vous. Donc ça, c'est la deuxième force. Donc plusieurs questions abordées concernant la question de la pression d'autorité. Mais les questions sont à quoi ça peut ressembler? Quel est votre rapport à l'autorité, je dirais? Êtes-vous soumis? Avez-vous tendance à contester l'autorité? À quoi ça ressemble l'autorité dans l'exercice de votre profession? Quel est votre rapport avec les différentes figures d'autorité en ce moment? Quel est votre rapport éventuel avec les différentes formes d'autorité dans l'exercice de la profession? Donc, ça fait partie des réflexions. Puis, concernant la pression groupale, les questions, à quoi ça ressemble? Quel est votre rapport aux autres, à vos semblables? Avez-vous tendance à contester les consensus, les opinions majoritaires au sein d'un groupe? Ou avez-vous plutôt tendance à vous fondre au groupe, donc à faire comme tout le monde? Puis, à quoi ça ressemble ces manifestations de ces pressions groupales dans l'exercice de votre profession? Êtes-vous capable de les identifier? Êtes-vous prêt à les gérer, à tenter de résister à tout ça? Donc, ça fait partie des questions que j'aimerais aborder avec vous, aujourd'hui. Donc, on va examiner ensemble deux failles, deux fragilités humaines. Puis, je vous rappelle la promesse que je vous avais faite au début de la session. Je vous avais promis d'examiner plusieurs de nos failles. Rappelez-vous, 5 grandes fragilités humaines qui peuvent nous mettre à risque. Rappelez-vous, je les cite pour vous, pour ceux qui sont là en ce moment en direct, qui les voient à l'écran, mais je les répète pour vous qui nous écoutez en ce moment. Donc, la première fragilité humaine, c'était de vous rappeler qu'il faut faire attention parce que vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. Rappelez-vous, c'était au module 3. Vous avez tendance à prendre des risques parce que justement, vous surestimez votre propre intégrité morale. Deuxième, attention, vous avez déjà triché. Là, ici, ça vous permet de réviser en même temps. Donc, attention, vous avez déjà triché pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Puis attention, vous allez tricher encore peut-être pour toutes ces bonnes et moins bonnes raisons. La troisième, attention, votre jugement est biaisé lorsque vos intérêts personnels sont concernés. Là, ici, c'est au module 9. Là, donc, rappelez-vous, là, vous avez tendance à privilégier vos propres intérêts personnels au détriment de l'intérêt public. Puis, c'est un défi en soi de choisir, de sacrifier son propre intérêt personnel au profit de l'intérêt public, donc santé, sécurité publique, bien commun. Donc, ça fait partie de notre troisième mise en garde. Dans ce module 10, nous allons voir 2 autres failles humaines importantes. Donc, la première, attention, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Donc ça, ce sera un des thèmes d'aujourd'hui dans cet épisode, mais aussi dans le cours. Et dernière faille, attention, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues, de vos semblables. Peu importe que ce comportement corresponde à vos valeurs, même si ce comportement contredit même, je dirais, vos propres valeurs. Donc, 5 failles. Ultimement, à la fin du cours éthique et professionnalisme, j'aimerais que vous soyez capable, je dirais, de reconnaître ces failles, tenter de colmater peut-être ces brèches, proposer des pistes de solutions, personnelles, je dirais, déjà, y avoir pensé, réfléchi, penser à des pistes de solutions organisationnelles aussi. Donc, comment agir, reconnaître ces failles, agir sur le organisationnel, c'est un peu ça, sur le système pour corriger, de façon à plonger les acteurs pour qu'ils puissent mieux négocier, gérer, je dirais, ces failles. Donc, je vous invite à consulter peut-être l'enregistrement de cours. Donc, si vous écoutez le podcast, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, allez écouter l'enregistrement de cours. On approfondit ces thèmes, pression d'autorité, pression de groupe. Mais je dirais, dans ce podcast, j'aimerais néanmoins vous présenter
de façon sommaire, mais riche, néanmoins, les thèmes de ce module 10. Commençons peut-être par la pression d'autorité. Donc, dans cette partie de l'enregistrement de cours, on va différer voyons. Dans l'enregistrement de cours, vous allez voir que nous avons exploré différentes formes d'autorité. Donc, un patron, évidemment, là, c'est peut-être la forme la plus archétypale, je dirais, mais aussi d'autres formes d'autorité. Qu'est-ce qui exerce l'autorité sur vous? Mais le droit, la morale, le marché, l'économie, tiens, c'en est d'autres. Une prescription de la santé publique, hein, vous l'avez vu, ça exerce une certaine forme d'autorité. Le système professionnel exerce sur vous une forme d'autorité, le code des professions, n'importe quelle personne en position d'autorité, votre prof, un parent, hein, ça aussi, ça exerce une forme d'autorité. La science, même, peut s'imposer comme une des différentes formes d'autorité. Puis les questions que j'aimerais que vous posiez en ce moment, des questions lesquelles j'ai posées en classe et auxquelles j'aimerais que vous réfléchissiez même en ce moment. Donc, je vais laisser des petits silences entre ces questions-là, histoire de vous laisser le temps de réfléchir en écoutant ce podcast. Peut-être dans le métro, en promenant votre chien, en prenant votre marche. Les questions en matière d'autorité, quel est votre rapport à l'autorité? Avez-vous tendance à vous soumettre à l'autorité? Êtes-vous capable de défier l'autorité? Hein? Quand? Comment? C'est quand la dernière fois que vous avez défié l'autorité? Êtes-vous capable de faire ça? Existe-t-il de bonnes raisons de se soumettre à l'autorité? Existe-t-il de bonnes raisons de contester l'autorité? Donc, ça fait partie des questions que je souhaite aborder avec vous parce que dans l'exercice de votre profession, vous aurez parfois à servir l'autorité en place et on vous demandera, puis la société s'attend de vous que vous soyez capable d'exercer un jugement libre et autonome. Donc, servir l'autorité, mais en même temps, s'attend de vous que vous soyez capable d'exercer un jugement professionnel libre, autonome. Donc, malgré cette pression d'autorité dans certains contextes, peu importe les différentes formes d'autorité exercées sur vous. Donc, restez libre, autonome dans un tel contexte. Est-ce que c'est possible? Donc, l'expérience pédagogique que j'ai préparée pour ce module, et vous irez visionner l'enregistrement, je vais vous la présenter un peu ici en podcast, mais elle est mieux présentée, je dirais, dans l'enregistrement de cours. C'est une expérience qui vous plonge au cœur de l'expérience humaine de l'autorité, hein, et de la soumission à l'autorité. C'est peut-être une des études les plus connues en matière de soumission à l'autorité. Je parle des expériences de Milgram, hein, des expériences fascinantes, là, vous verrez. J'ai plusieurs vidéos YouTube là, dans l'enregistrement que je vais vous présenter dans le cours. D'ailleurs, dans le cours, je les ai présentés lorsque je le donnais, mais lorsque j'ai préparé l'enregistrement, étant donné que je la déposais sur YouTube, il faut faire attention là, aux droits. Là. Donc, j'ai plutôt, si vous voulez voir les vidéos YouTube que je présente dans le cours, étant donné que ça ne fait pas partie de l'enregistrement, vous irez dans le PowerPoint du cours et cliquez sur les hyperliens. Donc, ça vous permettra là, d'aller voir les vidéos en question sans les problèmes, évidemment, de droit d'auteur, dans le respect, je dirais, du droit d'auteur. Donc, pression d'autorité. Dans le cours, je présente les expériences de Milgram. Très intéressant, vous allez voir. Plusieurs d'entre vous, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs d'entre nous se disent libres, autonomes, peut-être. Milgram, ce qui est intéressant, c'est qu'il dans son expérience, il propose une expérience qui met en doute, je dirais, nos convictions. Il souhaitait nous montrer un peu nos contradictions, hein? C'est-à-dire quand ce qu'on pense qu'on ferait et entre ça et ce qu'on fait vraiment, parfois il y a une différence importante, hein? On se dit libre et autonome face à l'autorité, mais si on vous soumet
vraiment dans un contexte où une personne en position d'autorité vous demande de faire quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, souvent, nous dit Milgram, c'est bien loin de ce de ce qu'on aimerait faire. Hein? Souvent, on va juste se soumettre à l'autorité, point. Je pense que c'est la beauté des expériences de Milgram. Hein, lui, il disait, tu ne demandes pas à quelqu'un, comment il disait, tu ne demandes pas à quelqu'un si tu sais nager, tu la jettes à l'eau puis tu lui dis nage. C'est vrai que c'est un peu radical, ça se peut bien qu'elle se noie, mais je pense que c'est intéressant pour ça. Hein. Milgram, il nous jette à l'eau dans une expérimentation. Vous allez voir, une personne incarne l'autorité. Ici, c'est une forme d'autorité scientifique. Donc, avec le beau sarrau blanc, puis la personne demande à des personnes, là, comme vous et moi, de donner des décharges électriques. Je dis ça avec le sourire, mais l'expérience en tant que telle, vous allez voir là, dans les images, dans les vidéos, c'est pas très jojo ce qui se passe. C'est de vraies personnes, ben, c'est pas des vraies personnes qui donnent de vraies décharges, mais ce sont des vraies personnes qui pensent qu'ils donnent de vraies décharges électriques sous le joug de l'autorité scientifique. Donc, vous irez voir ces vidéos-là. Évidemment, la question peut peut-être vous sembler absurde. Là. Vous vous dites, moi, je pense que je résisterai à l'autorité dans ce genre de contexte-là. C'est pas vrai que je vais donner des décharges électriques. Mais vous irez voir les vidéos là, et surtout les résultats des études de Milgram. Je sais que vous pensez que c'est une mauvaise idée de donner des décharges électriques, mais le constat de Milgram, c'est que vous auriez tendance à donner des décharges électriques à cette personne. Hein? Pourquoi? Bien parce qu'il y a une personne en position d'autorité qui vous demande de donner des décharges électriques à une personne. Hein? Ce qui est examiné dans les expériences de Milgram, c'est notre capacité humaine à nous soumettre à l'autorité. Hein? Peu importe, je pense que c'est important, peu importe ce que la personne en position d'autorité vous demande de faire. Et vous allez voir, les résultats sont troublants. Les résultats, c'est 2 personnes sur 3 sont prêtes à faire à peu près n'importe quoi si la personne en position d'autorité lui demande de le faire. 2 sur 3. Donc, curieux hasard, là, 2 sur 3, c'est exactement la proportion d'étudiants qui écoutent mes podcasts. Là. Donc, 2 sur 3. Donc, tous ceux qui écoutent les podcasts, là, vous êtes prêts à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité vous demande de le faire. Puis ceux qui n'écoutent pas les podcasts, évidemment, eux sont résistants à l'autorité, puis c'est pour ceux qui n'écoutent pas mes podcasts. Ou pas. Mais c'est une façon pour vous de retenir ce 2 sur 3 là. 2 personnes sur 3 vont donner des décharges électriques ou vont faire ce que la personne en position d'autorité lui demande de faire. Peu importe ce que cette personne en position d'autorité lui demande de faire. Je pense que c'est le résultat le plus alarmant. Et les expériences de Milgram nous rappellent qu'en matière de soumission à l'autorité, si on vous jette à l'eau, 2 personnes sur 3 vont se noyer. Je pense que c'est une autre façon de le formuler. Là. Donc, il y a Milgram, je pense que c'est ce qui est passionnant. Ça nous rappelle qu'il y a des différences entre nos idéaux et valeurs, je pense. Hein, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on dit qu'on ferait, puis ce que nous faisons. Et parfois, nos gestes contredisent nos idéaux et valeurs. Hein. C'est la triste réalité. On essaie d'être cohérent entre nos gestes et nos valeurs, mais ce que Milgram nous montre, c'est que 2 personnes sur 3 ne seront pas capables de cette cohérence. Hein. C'est important pour vous d'y réfléchir dans un contexte où vous allez, je le disais plus tôt, exercer la profession. Il y a plusieurs personnes en position d'autorité qui pourraient tenter de vous imposer des comportements qui vont à l'encontre de ce que, pas juste à l'encontre de vos devoirs et obligations professionnelles, mais qui vont vous demander de poser des gestes qui vont peut-être vous demander d'aller à l'encontre de vos propres valeurs. Et sachez-le, ce sont des comportements que vous risquez d'adopter malgré vous parce que vous êtes un peu trop peut-être soumis à l'autorité. Du moins, ça fait partie des conclusions de l'expérience de Milgram. Donc, c'est ça, Milgram. Hein, il vous dit,
Vous vous dites, ben moi, je suis intègre, autonome, libre, puis l'autorité a peu d'influence sur moi. Puis vous vous dites, ben non, moi, je sais nager. Puis vous dites que vous savez nager, mais 1000 grammes vous lance à l'eau, puis plusieurs vont se noyer. En fait, dans les expériences, c'est, je dirais 2 sur 3, là, c'est 62,5% dans l'expérience que je présente dans l'enregistrement de cours. Là. Donc, 2 personnes sur 3 ben, vont se noyer ou ne résisteront pas à l'autorité. Donc, 1 personne sur 3, si vous êtes capable de faire ces calculs simples, donc 1 personne sur 3, elle est foncièrement capable de résister aux formes d'autorité. Donc, c'est possible, mais en même temps, il faut, si vous devrez éventuellement être cette personne. Vous pensez peut-être l'être, mais il faudrait éventuellement vous en assurer parce que dans l'exercice de la profession, vous devrez parfois résister à ces différentes formes d'autorité. L'indice cette semaine, Stanley, 1000 grammes. Donc attention, nous dit 1000 grammes, nos convictions ne se transforment pas nécessairement en action. Donc si vous êtes en présence d'une figure d'autorité qui conteste vos valeurs et idéaux, qui vous demande de poser un geste qui s'éloigne un peu, beaucoup, peut-être, de vos valeurs et idéaux, mais une grande majorité d'entre vous risque de le faire. 2 sur 3. Plusieurs solutions inefficaces, nous dit 1000 grammes. Les solutions inefficaces, c'est de se dire, ben, il faut avoir confiance en soi, là, puis résister à l'autorité. C'est beau, ça fait de la belle psycho-pop de se dire, ben, moi, j'ai confiance en moi, puis je vais résister à l'autorité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je dirais que ça dépend davantage de votre rapport à l'autorité, des gestes peut-être que vous avez déjà posés, des habitudes que vous avez prises en matière de contestation de l'autorité, mais ça ne se fait pas seulement via des convictions. Les solutions les plus efficaces, nous disent les chercheurs, spécialistes sur l'obéissance, sur les différentes pressions d'autorité, mais les solutions les plus efficaces, c'est d'éviter peut-être les formes d'autorité que vous savez néfastes. Donc, si vous avez un mauvais boss, courez, sauvez-vous, parce que les expériences de 1000 grammes nous le montrent bien, là, vous aurez tendance à juste faire ce que votre boss vous demande de faire. Autre solution efficace, aménager je dirais des espaces, se donner des outils structurels et institutionnels qui donnent plus d'espace, je dirais, à la liberté, à l'indépendance face à l'autorité. On l'a vu dans le module 8 sur le code des professions, je pense, c'en est un outil institutionnel, organisationnel qui est là pour vous permettre de gérer on parlait du conflit des 2 chapeaux. Là. Il y en a un espace de liberté là. Il y a des outils normatifs, juridiques. Il y a de la jurisprudence. La doctrine est là. Ça en fait partie là, des outils que vous pouvez mobiliser pour, des fois, contester l'autorité en place. Je me permets aussi une remarque. Donc, ce module aborde aussi indirectement l'autorité, mais l'autorité lorsque vous serez vous-même en position d'autorité. Donc ça, il faut commencer à y réfléchir parce que je sais que vous êtes jeune, mais bientôt, vous allez exercer des postes de professionnels, et des postes de professionnels, ça peut mener, je dirais, à des postes où vous allez exercer différentes formes d'autorité. Donc ça aussi, il faut déjà commencer à y réfléchir. Le devoir, je dirais, d'exercer ce pouvoir, là aussi, le pouvoir d'autorité, mais de l'exercer de façon responsable. Les expériences en psychosociologie, psychologie comportementale même, nous le démontrent bien. Les personnes qui sont et qui seront, je dirais, sous votre autorité, sachez-le, ces personnes-là vont exécuter très majoritairement, je le dis encore, tout ce que vous leur demandez de faire. Tout, y compris des gestes qui vont contre leurs valeurs et idéaux, tout ce qui semble vous plaire, y compris même ce que vous ne leur demandez pas de faire explicitement. Je dirais qu'ils vont même essayer d'anticiper ce que vous aimeriez qu'ils fassent,
puis après ça, ils vont le faire. Et en contredisant même leurs propres idéaux, valeurs, volontés, désirs. J'aime bien le rappeler aussi ça, là. Donc, les personnes en position d'autorité, c'est un grand pouvoir et il faut l'exercer avec mesure, respect et grande prudence. Donc, pression d'autorité. Une partie, vous le verrez, passionnante du module 10. C'est une partie que j'aime bien. C'est une partie que je suis convaincu que vous allez aimer. Donc, voilà, explorer cette première partie du module 10. Deuxième partie du module 10, pression de groupe. Donc, la pression groupale, la pensée de groupe, il y a toutes sortes de façons de désigner je dirais cette pression. C'est un langage peut-être académique, là, mais tout ça pointe dans la même direction, la même leçon qui s'appelle pression de groupe. Donc, dans cette partie du module 10, nous allons explorer une autre faille humaine, notre tendance à faire comme tout le monde. Parce qu'on fait comme tout le monde, comme les autres, c'est notre tendance à nous conformer au comportement attendu du groupe, à nous fondre au groupe. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin des autres, nous avons besoin de leur écoute, de leur assentiment, de leur appui. C'est essentiel peut-être à ce que nous sommes, notre espèce, un être social. C'est bien, ça fait partie de nos grandes beautés, les beautés humaines, cette force de groupe. Or, cette force sociale et psychosociale peut poser problème dans des contextes où on vous demande justement, parfois, de rester à l'écart des autres, d'être capable de ne pas nécessairement vous conformer à la majorité, ne pas nécessairement reprendre les opinions majoritaires du groupe, être capable de contester des fois la force du nombre, la force du groupe. Quelques questions que nous allons aborder pendant cette partie du cours. Je vous pose les questions suivantes. Tiens, je vais laisser encore une fois des petits silences là, pour vous laisser réfléchir. Comment réagissez-vous aux pressions du groupe, de vos amis, de vos collègues de travail? Comment vous comportez-vous dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous dites comme tout le monde? Est-ce que lorsque vous sentez le consensus partir dans une direction, est-ce que vous le contestez? Est-ce que vous décidez de vous taire, même lorsque vous avez l'impression que le consensus s'en va n'importe où? Donc, êtes-vous influençable? Est-ce que vous vous taisez même lorsque vous avez l'impression que la majorité se trompe ou que le consensus fait erreur? Êtes-vous capable de défier le consensus, de défier les opinions majoritaires de votre groupe? Êtes-vous capable de convaincre? Ça, c'est une étape plus difficile. Défier, c'est quelque chose, mais convaincre le groupe de son erreur. Tous des défis qui vous attendent dans l'exercice de votre profession. Dans cette partie du module, nous allons explorer ce que d'autres nomment la pensée de groupe ou pensée groupale. C'est cette tendance humaine, je le disais un peu plus tôt, à nous fondre au consensus, à nous cacher peut-être derrière la force du nombre. Peu importe ce que fait le groupe, peu importe ce que dit le nombre ou la majorité. Parfois, nous sommes intimidés par la force du groupe, la beauté peut-être du consensus. Puis cette réflexion, elle est importante, je le disais, parce que dans un contexte de travail et d'exercice de la profession, on vous demandera parfois de contester le groupe, les opinions majoritaires, les comportements groupaux. Et pourquoi contester le groupe? Ben pourquoi? Parce que la bonne entente au sein d'un groupe, c'est bien, mais ce n'est pas toujours le but visé. En fait, dans certaines discussions, pour certaines décisions, ce n'est pas du tout le but visé.
Le but, rappelons-le, dans l'exercice de la profession, c'est pas la bonne entente du groupe. Votre but, c'est la protection du public. Donc, pour protéger le public, vous devrez des fois défendre d'autres fins, d'autres visées qui n'ont rien à voir et qui n'en ont rien à faire du nombre et de l'opinion majoritaire. Et là, je parle de quoi? Je parle de la science. La science en a rien à faire des opinions majoritaires. Les faits, les lois n'ont rien à faire de ce qu'un groupe peut penser. Les lois sont là. Les normes, la raison. La raison, oui, effectivement, elle va s'inspirer du groupe, entendre les différentes opinions, mais à la fin, la raison s'appuie sur d'autres forces, la logique, notamment. Et donc, l'opinion majoritaire n'est pas toujours la seule source. Donc, la science, je le disais, n'en a souvent, et heureusement, dans certains cas, n'en a rien à faire, je dirais, de l'opinion publique, de la majorité de ce que les gens pensent. Et d'ailleurs, si je pouvais, le sondage à l'appui, si je pouvais vous démontrer que 90% de la population ne croit pas que la Terre est ronde, hein, ça ne changerait rien aux règles de la physique, ça ne changerait rien au calcul de triangulation des satellites, tiens, hein, pour les arpenteurs. Ça ne change rien à nos calculs qu'on fait pour faire voler des avions, des fusées. Donc, l'opinion majoritaire n'y changerait rien. Même si 90% de la population ne croit pas que la Terre est ronde, ce n'est pas le cas, heureusement. Mais si c'était le cas, ça n'y changerait rien à la science. Si 9 personnes, puis là, il faut s'en inspirer aussi dans l'exercice de la profession, si 9 personnes sur 10 au bureau, lors d'une décision, ne croient pas en la science, les faits, les lois, les normes, ben vous devrez être 7 personnes, pas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 7 personnes-ci, hein, cette personne importante sur 10 qui devra contester l'opinion majoritaire et qui devra ultimement les convaincre que la voie de la prudence, de la raison, de la science doit être empruntée. Pour explorer cette pensée de groupe dans l'enregistrement de cours, nous avons, vous irez voir l'enregistrement de cours, nous avons exploré les travaux d'Irving Janis. Donc, c'est l'auteur principal, je dirais, de cette deuxième partie de cours. Irving Janis a étudié les comportements en groupe. Il a recensé toutes sortes de petits défauts, des problèmes qui, une fois que cumulés, peuvent mener à des comportements groupaux très problématiques et ultimement mener à des décisions en groupe qui peuvent être catastrophiques. Pensez par exemple à ce que vous observez sur les réseaux sociaux. Tiens, gardez ça en tête, là, les réseaux sociaux. Je pense que c'est une belle façon d'observer les comportements groupaux. L'exemple de la gestion de la COVID, gardez ça aussi en tête. Hein. Les réseaux sociaux, comment que les réseaux sociaux se construisent, comment le débat se conçoit, comment l'opinion se dessine. Donc, Irving Janis, lui, est un expert, je dirais, des comportements sociaux, des discussions qui se prennent en groupe et parfois des décisions ou opinions catastrophiques. Là. Je pense qu'on en a quelques exemples sur les réseaux sociaux. Donc, il a identifié 8 symptômes de la pensée de groupe. C'est à ces 8 symptômes là, que j'aimerais que vous fassiez l'effort d'explorer ces 8 symptômes de la pensée de groupe. Donc, 8 symptômes qui nous annoncent qu'il y a peut-être un problème important dans nos discussions et c'est peut-être annonciateur de décisions catastrophiques. Donc, 8 symptômes que vous pouvez reconnaître d'ailleurs dans n'importe quel débat où la pression de groupe est importante. Donc, des symptômes qu'il a regroupés en 3 catégories. Je me permets de vous les présenter très brièvement ici. Donc, la première catégorie, surestimation du groupe. Donc, vous l'avez peut-être vu aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons tendance à penser que notre groupe est plus compétent qu'il ne l'est. Hein? Donc, il y a 2 symptômes dans cette première catégorie, nous dit Irving Janis. Illusion d'invulnérabilité. Donc, le groupe aurait moins de chances de se tromper ou de faire erreur que les autres groupes.
Le deuxième, croyance en la moralité inhérente du groupe. Donc, notre groupe serait plus moral que les autres. Donc, se prétend détenteur du bien, de la morale, de ce qui serait bien, alors que les autres seraient plutôt dans le faux, l'erreur et le mal. Hein, c'est des façons assez archétypales de décrire tout ça, là, mais ça fait partie du portrait quand on essaie de tracer des grandes catégories. Deuxième catégorie, nous dit Irving Janis, fermeture d'esprit. Donc, le groupe se surestime, première catégorie. Deuxième catégorie, fermeture d'esprit. Il se surestime, ensuite il se ferme. Donc, il y a deux critères dans cette deuxième catégorie. Le troisième, donc, rationalisation. Le groupe s'invente des raisons, va déployer toutes sortes de stratégies pour donner l'apparence de raison à des arguments qui, lorsqu'on les examine un peu, là, ils deviennent rapidement soit irrationnels ou fallacieux, mensongers, frauduleux. Donc, il y a quelques exemples là, intéressants d'arguments fallacieux dans l'enregistrement de cours. Là, vous irez voir les fausses corrélations avec l'exemple de Nicolas Cage. Donc, vous irez voir. Salutations à Nicolas Cage. Très intéressant à voir. Donc, le quatrième maintenant symptôme, on est toujours dans la deuxième catégorie. On se fermeture d'esprit. Le quatrième symptôme, c'est le stéréotype à l'égard d'autrui. Donc, le groupe aura tendance à attribuer des qualités aux membres du groupe et des défauts à ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Donc, stéréotype à l'égard d'autrui. Troisième catégorie, donc le groupe se surestime, première catégorie, le groupe se ferme. Et 3, le groupe renforce ce conformisme. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui est super intéressant. Donc, il y a 4 symptômes identifiés par Irving Janis. Encore une fois, continuez de faire des liens avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le 5e symptôme, l'autocensure. Hein, notre tendance à nous taire lorsque nous pensons dévier du consensus. Donc ça, vous allez voir ça aussi sur les différents débats. Je pense que le groupe se trompe, mais je dirais rien. Pression directe, 6e symptôme. Notre tendance à faire taire ceux qui dévient du consensus. Ça, c'est important aussi. On y reviendra avec les tireurs de sonnettes d'alarme. Donc, notre tendance à faire taire ceux qui dévient du consensus. Illusion d'unanimité, on est dans le 7e symptôme. Donc, notre tendance à croire qu'il y a consensus, alors que nous sommes conscients que certaines personnes, justement, se sont tues ou se sont censurées devant la force peut-être du consensus, vous y compris. Hein, vous avez décidé de vous taire, là, rappelez-vous. Et le 8e symptôme, uniformisation par les gardes de l'esprit. Et ça a été formulé par Irving Janis bien avant les réseaux sociaux. Là. Donc, ce qu'on appelle en ce moment les algorithmes des réseaux sociaux là, qui justement sont là pour nous assurer qu'on est toujours dans des belles bulles qui nous plaisent, où on voit juste les opinions qui nous plaisent, où on va juste partager les opinions ou les textes qui confirment ce qu'on pense. Donc ça, c'est ces beaux outils des réseaux sociaux là, qui font en sorte qu'on aime bien être sur ces réseaux sociaux et qu'on n'a jamais l'impression que les personnes pensent différemment de nous. À l'époque, Irving Janis le remarquait même dans des discussions prises en petits groupes, hein, des gardes de l'esprit. Là. C'est des personnes, stratégies, outils qui vont être déployés pour nous assurer que le consensus perdure, nous assurer qu'il n'y a peut-être pas d'opinion externe qui va venir nuire au consensus. Donc, le 8e symptôme, c'est celui-là, là. Uniformisation par les gardes de l'esprit. Ici, là, je le mettrai entre guillemets, là. Mais aujourd'hui, vous avez juste à penser justement à ces algorithmes qui nous protègent de tout, y compris des informations et opinions qui pourraient contester nos propres opinions, nos propres valeurs. Donc, 8 symptômes de la pensée de groupe, regroupés en 3 catégories. Le groupe se surestime, le groupe se ferme, fermeture d'esprit, et renforcement du conformisme. Il y a plusieurs biais psychosociaux qui sont à l'œuvre ici. Le plus important, peut-être, c'est le biais de conformisme.
En anglais, on appelle ça the bandwagon, donc la tendance à faire ce que la majorité fait. Donc évidemment, ça a été très bien documenté. Donc ça, je dirais que c'est un des premiers biais psychosociaux qui est là. Deux autres biais psychosociaux peut-être en matière de pression groupale. Je dirais le premier biais, c'est le biais d'accentuation intercatégorielle. On l'appelle aussi l'effet de contraste. Hein, c'est notre tendance à surestimer les différences entre les individus qui appartiennent à des catégories distinctes. Vous avez de la misère à me suivre en ce moment, là? Surestimation, donc un biais d'accentuation intercatégorielle, c'est peut-être lorsqu'on se met à accentuer les différences entre les étudiants formés à l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke. Là. Donc, accentuation intercatégorielle. Alors, l'effet de contraste, c'est ça, là, on surestime les différences. Alors que sont formés en génie, là, puis, oh oui, ils ont des stages à Sherbrooke, mais il y en a aussi à l'Université Laval. Donc, oui, effectivement, il y a des nuances à faire, là, mais il ne faudrait pas exagérer non plus les effets de contraste. L'autre biais, c'est le biais d'homogénéisation intracatégorielle. Vous voyez, là, c'est le contraire. Donc, c'est l'effet d'assimilation. C'est notre tendance à surestimer les ressemblances des membres appartenant à un même groupe. Donc, quel exemple je pourrais vous donner? Notre tendance à surestimer peut-être les ressemblances entre les membres de votre équipe. Tiens, vous avez un TP2 à faire. Là. Les membres de notre équipe, ils se ressemblent, on pense pareil. Alors que les membres des autres équipes, ou les programmes, peut-être la différence entre programmes. Ah, nous, on est pareil. On est en génie civil, on est tous pareils. Alors qu'en génie physique, ils sont vraiment différents. Donc, oui, il faudrait voir là, à l'intérieur de votre programme si effectivement vous êtes tout pareil. Donc, n'exagérons pas ces ressemblances à l'intérieur d'un même groupe. Et j'aurais pu vous donner aussi toutes sortes d'exemples en matière de racisme, de sexisme, hein, notre tendance à exagérer les contrastes, à accroître les qualités, les ressemblances au sein d'un même groupe. Donc, vous voyez, il y aurait toutes sortes d'exemples que j'aurais pu vous donner, là, mais ces biais sont là, sont à l'œuvre, et à l'intérieur d'un groupe, il faut faire attention là, lorsqu'on est en train de prendre une décision à ne pas accentuer les différences entre ceux qui prennent la décision au sein du groupe et ceux qui sont à l'extérieur. Faut éviter la tendance à trop voir de ressemblance entre les membres qui sont au sein du groupe. Il y a des différences au sein même d'un groupe qui est en train de prendre une décision. Ne présumez pas que ceux et celles qui vous entourent partagent nécessairement les mêmes valeurs ou ont les mêmes intentions que vous. Donc, le module 10 aborde plusieurs choses, mais aborde aussi certains problèmes réels, organisationnels, qui sont liés à ces à cette pensée de groupe. Pensons aux problèmes peut-être en matière de santé psychologique qui sont liés aux tireurs de sonnettes d'alarme. Hein. Donc, ça, c'est important, là, je dirais, lorsqu'on parle on parle de pensée de groupe et on parle de ceux qui contestent la pensée de groupe. L'archétype, je dirais, de cette tension-là, c'est le tireur de sonnette d'alarme. Hein. Pensons à ces personnes qui osent seuls, qui se retrouveront seuls, qui décident parfois pour de bonnes raisons, souvent de très bonnes raisons, de dénoncer certaines pratiques et comportements groupaux, des habitudes du groupe, et qui vont oser contester, souvent au nom de la science, au nom de la raison, au nom de la loi, la force du groupe. Donc, on n'a qu'à penser nos tireurs de sonnettes d'alarme, Karen Duhamel, ça fait partie de... Regardons le sort, peut-être qu'on a gardé, qu'on a réservé plutôt à Karen Duhamel. Donc, vous savez, on aime célébrer, on aime célébrer ces tireurs de sonnettes d'alarme. On aimerait être ce tireur de sonnettes d'alarme, très certainement. Donc, je vous parle de tireur de sonnette d'alarme, puis vous dites, ah, moi, je serais ça. Un tireur de sonnette d'alarme, c'est bien.
mais la réalité, elle est un peu plus navrante, puis il faut bien en prendre toute la mesure. La plupart d'entre vous, d'entre nous, tiens, je vais mettre aussi dans le groupe, nous risquons davantage de faire partie des bullies, hein, des intimidateurs, ceux qui tenteront de faire taire le tireur de sonnette d'alarme, hein, parce qu'ils dérangent après tout. Ils ont des opinions contraires, ils nuisent au consensus, ils retardent la discussion, la décision. Donc, posez-vous la question à quoi ça ressemble concrètement, à quoi ça ressemble dans l'exercice de votre profession un tireur de sonnette d'alarme? À quoi ça ressemble? Et si c'était cette personne, justement, qui vous dérange pendant cette réunion, qui pose peut-être trop de questions ou une question qui dérange encore plus, puis qui s'oppose au consensus, puis qui challenge les idées partagées pourtant par la majorité. Pourquoi tout le monde le pense, là, pourquoi elle pose encore cette question-là? Pourquoi cette personne-là critique des comportements qui sont consensuels, qui sont adoptés? Ça a toujours été comme ça. Pourquoi questionne-t-elle ce genre de comportement? Hein, comment vous comportez-vous face à ce genre de personnalité? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les défendez? Est-ce que vous dites, bon, enfin une personne qui pose une question qui va retarder notre réunion de 2 minutes ou 2 heures. Tiens, ça fait 2 heures qu'on est là-dessus. Elle va-tu se fermer? Ou vous vous dites, non, c'est important qu'elle le fasse. C'est important qu'au moins une personne autour de la table prenne le risque de contester, de jouer le rôle peut-être de l'avocat du diable. Comment agissez-vous? Est-ce que vous les célébrez ou au contraire, est-ce que vous tentez de les faire taire? Est-ce que vous leur montrez qu'ils dérangent? Est-ce que vous signifiez avec vos gestes des signes d'impatience et vous leur faites comprendre discrètement qu'ils doivent se taire? Donc, voilà. Quel sort réserve-t-on aux tireurs de sonnette d'alarme? On aime bien les célébrer. Ils sont là. Lorsqu'ils sortent dans les médias, on est bien content. Mais il faut voir en amont, là. Il y a 2 ans, là, ce tireur de sonnette d'alarme, à quoi ça ressemblait les réunions, puis quel aurait été votre rôle ou quel est votre comportement dans ce genre de réunion. Donc voilà, ce sont les deux thèmes de ce module 10. Donc 2 principaux sujets, pression d'autorité et pression de groupe. 2 forces importantes qui peuvent, rappelons-le, qui peuvent vous éloigner de vos propres valeurs, hein, des valeurs de votre profession, mais aussi de vos propres valeurs. Et si vous faites bien votre boulot, hein, si vous suivez les tâches, la liste des tâches que je vous ai données cette semaine dans ce module, à la fin de ce module, dans mes objectifs, vous devriez être capable d'identifier les forces, les failles d'une décision prise par consensus. Donc, à quoi ça ressemble les forces, les failles? D'identifier les symptômes de la pensée de groupe. Hein, je vous les ai expliqués brièvement, mais il faut vous familiariser avec ça. De nommer des pistes de solutions pour éviter les symptômes de la pensée de groupe. Donc, les identifier, les reconnaître, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, vous irez voir dans l'enregistrement de cours, j'ai proposé quelques pistes de solutions. Les formes d'autorité aussi, donc être capable de reconnaître les différentes formes d'autorité autour de vous, d'identifier certaines difficultés qui sont liées à l'exercice du jugement professionnel dans un contexte où il doit être soumis à l'autorité. Donc, ça fait partie des objectifs de ce module 10. Je vous invite aussi à aller voir le contenu d'enrichissement parce que vous en voulez toujours plus. Hein, non? Mais vous irez voir le contenu d'enrichissement, peut-être le soir avant de vous coucher. L'épisode de Mindfield, j'ai mis cette série-là. C'est une superbe série là, si vous vous intéressez aux comportements moraux, mais aussi aux influences psychosociales. Mindfield, hein, saison 2, épisode 5, que j'ai mis l'hyperlien dans le contenu d'enrichissement. C'est absolument à voir. Là. Donc, vous irez voir l'exemple, là, combien c'est difficile de poser un geste moral. Donc, vous allez voir là, plusieurs personnes qui tentent de poser un geste moral,
donc qui est cohérent avec leurs valeurs, mais difficile de poser ce geste lorsque le groupe ou l'autorité ou la pression de groupe leur dit le contraire. Hein, ils sont dans des situations où ils voudraient poser le bon geste, mais en même temps, ils regardent autour d'eux, puis tout le monde semble aller dans une autre direction. Donc, comment ça prend du courage pour poser ce geste difficile lorsque vous avez l'impression que c'est vous qui êtes différent? Hein, très inspirant, très super-héroïque en ce sens aussi. Donc, être capable d'être la personne différente qui, des fois, va poser un geste délicat, difficile, mais en même temps un geste qui est cohérent avec ses valeurs. Donc, c'est ce qui vous attend dans ce module 10. Donc, un module super stimulant. Donc, j'espère que vous allez aimer ce cours, ce module 10. Donc, avant de conclure, peut-être n'oubliez pas de terminer votre TP2. Donc, le TP2, la date limite pour le dépôt du TP2, c'est le 3 juillet. Donc, c'est dans 12 jours. Donc, si, rappelez-vous de notre calcul, là, si vous ne travaillez que le samedi, ben, il vous reste 2 samedis pour faire ce TP2. Donc, ça va vite. Et sans compter qu'il faut aussi se préparer pour l'examen final qui sera le 12 juillet, donc 3 week-ends d'études et de travail là, pour vous préparer à cet examen final. Donc, c'est ce qui vous attend. La saison achève, mais en même temps, l'intensité d'études et de travail pour ce cours risque de oui, s'intensifier. Donc, ben, bravo, puis courage d'ici là. Je sais que vous en êtes capable. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être là à chaque semaine. Prenez soin de vous, de vos proches et prenez soin de vous. Allez, bye bye.